Alors, bonsoir à tous. On est à nouveau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on reçoit Fabrice Caïd, notre faiseur du jour, qui a monté l'atelier déco solidaire, déco D', éco comme économie. Donc il va venir nous expliquer ce qu'ils ont mis sur pied. Je dis on, puisque tu travailles avec ton épouse aussi. Et d'autres gens. Et plein d'autres gens. Donc voilà, à toi la parole. Donc je reprends depuis l'historique, donc on existe depuis 2010. On est parti sur le postulat d'être sur une logique de prévention des déchets, c'est-à-dire réduction des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, et puis le suivant, c'est celui qu'on réutilise. Donc nous, on est vraiment sur la réutilisation des déchets, avec un postulat de se dire que le déchet, on ne calcule pas sa provenance, mais son potentiel de réutilisation, voire sa valeur d'usage. Voilà. Donc ça veut dire qu'on reçoit tout un tas d'objets des particuliers, on reçoit tout un tas de mobilier aussi des entreprises, et on reçoit aussi des matières industrielles qu'on a estimées trouver très intéressantes pour exemple de la caisse de vin qu'on récupère dans une usine qui est en Gironde et qui produit des caisses de vin pour les châteaux. Donc on récupère tous ces rebuts. Donc on est vraiment sur une logique de rebut de matière. Et comment, en étant un peu provocateur, je dirais, les gens qui se sentent au rebut à un moment donné aussi, on peut les reconstruire dans une activité. Donc avec une priorité dans l'emploi, évidemment, c'est-à-dire pouvoir créer des emplois par la ressource générée de la collecte de ces matières et la revente de ces objets, et aussi en bénévolat, aussi parfois en stage, etc. Je dirais différentes portes ouvertes à différents statuts à l'intérieur de la recyclerie qui permet de fédérer, je dirais, une intensité d'activité qui est nécessaire pour produire et pour répondre à la demande dans cette logique de réutilisation des objets. Donc on part d'un concept que tout le monde connaît qui est très proche d'Emmaüs, comme on a des objets et des matières brutes sur lesquelles on n'a absolument pas travaillé. Et on va jusqu'à faire de l'aménagement d'espace en faisant la production de mobilier, en faisant des espaces d'accueil dans les entreprises, en faisant aussi des restaurants. On a plusieurs restaurants dans Bordeaux, où là du coup on est sur une logique de réutiliser le mobilier qui existe déjà pour le réinventer, ou soit apporter complètement le nouveau mobilier, mais qui est parti sur une base d'ancien. Il y a une vraie réflexion en termes de consommation. Quand on consomme, est-ce qu'on veut du nouveau, ce qu'on peut comprendre, parce qu'on peut se lasser aussi de ce qu'on a. Mais quand on veut du nouveau, est-ce qu'on veut du neuf ou est-ce qu'on veut du nouveau? Et à partir du moment où on est sur une logique qu'on veut du renouveau, on peut partir aussi sur de l'ancien, on peut partir sur de la valorisation créative, on peut partir de la customisation, de la création, etc. Voilà, donc on a 4 fonctions principales, qui est la fonction de toutes les ressourceries nationales, donc qui sont collectées, donc on va collecter les matières à domicile chez les gens nous les apportent aussi sur la structure, qui est au bassin à flot. On a aussi une collecte en entreprise, on a des partenariats avec des entreprises pour les matières industrielles. Comme je disais, on récupère de la caisse de vin, mais aussi on récupère du lycra d'une usine qui fait des costumes de danse et des maillots de bain. On récupère des fûts de bière dans des restaurants, on récupère des sacs de café par exemple. Voilà. Donc ça c'est toute la partie collecte. Donc on a 2 salariés dédiés à cette collecte. On a après toute une partie qu'on appelle valoriser, donc valoriser ces matières qu'on collecte. Donc la valorisation principale pour nous est la réutilisation, qui est réutilisation en l'état, comme je disais tout à l'heure, puis une réalisation créative. Un showroom donc, qui permet de vendre des objets uniques qu'on a transformés en fonction de ce qu'on reçoit. Il y a un certain nombre d'objets qu'on transforme et d'autres qu'on vend en l'état. On intéresse aussi beaucoup de gens qui ont une fibre créative et qui ont envie soit de créer, on est inspirant en termes de modèles. Est-ce qu'on a envie donc plein de gens qui ont la fibre créative ont envie de transformer eux-mêmes. Donc ça c'est la partie valorisée, donc vendre évidemment ce showroom. On a la partie brute, on a la partie d'aménagement d'espace, donc là sur devis on peut faire des aménagements d'espace. Nous dans les entreprises on essaie de spécialiser dans les lieux où le personnel ne travaille pas. C'est-à-dire que c'est un lieu assez symbolique pour l'entreprise d'investir ces lieux, et notamment avec de la créativité et des objets de seconde main, dans le sens où c'est un lieu qui est important pour les salariés parce que c'est la pause,
Et donc le message de l'entreprise par rapport à ce lieu, c'est que aussi l'entreprise se préoccupe sur ces lieux où les gens ne travaillent pas, qu'ils soient aussi dans une logique de respiration, de créativité. Et donc on fait pas mal d'aménagements, de cantines, machines à café, espaces de confort, enfin voilà, espaces de convivialité. Donc ça, on est plutôt spécialisé là-dedans. On l'a fait récemment pour la Caisse des dépôts et de consignation, par exemple. Vous modifiez les lieux? Voilà, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins, on aménage les lieux. On a beaucoup d'espaces de coworking, par exemple, où on est capable d'aménager, comme à la ruche, tout un tas de mobilier brut. Et puis rajouter des éléments de création. On refait tous les sièges, par exemple. On a tous les luminaires qui étaient à base de fûts de bière. On a refait tout l'espace de convivialité, des banquettes, etc. Voilà, donc pour le rendre on plus est sur un mix pour voilà. les salariés. Voilà, l'idée c'est qu'en effet il y a un vrai message. D'ailleurs il y a une exemplarité de réutiliser un certain nombre d'objets par rapport à la créativité. Et aussi que l'entreprise investisse sur ce lieu. Donc ça veut dire que l'entreprise donne un message vraiment assez clair, que ce lieu où les gens ne travaillent pas est un lieu important. Donc c'est dans une logique de bien-être au travail, c'est quand même un message assez fort. Ça participe à toutes les nouvelles dynamiques qu'il y a en termes de comment on implique les salariés dans l'entreprise, comment on les motive et comment on les garde aussi motivés dans leur activité. Voilà, on crée du lien. Enfin, voilà, donc ça participe à ça. Et en même temps, je dirais que sur la partie Emmaüs, comme je disais au début, c'est aussi comment dans des quartiers, ce qu'on appelle politique de la ville, donc les quartiers politiques de la ville, c'est des quartiers qui ont été identifiés comme un seuil de pauvreté important. C'était défini, les zones de quartiers sensibles sont définies comme ça. Et donc comment aussi dans ces quartiers, on crée des lieux où les gens vont pouvoir déposer ce qu'ils n'ont plus besoin et du coup aussi acheter à très bas coût ce que les autres ont déposé. Donc on a vécu cette expérience pendant 3 ans et demi au Grand Parc avec des vêtements à 2 €, des livres à 50 centimes, des jouets à 20 centimes, des bibelots, etc. Et donc là du coup il y a une logique, on crée un écosystème où certains donnent, d'autres achètent. Alors en utilisant l'euro parce que c'était le plus simple, mais on pourrait imaginer par exemple une monnaie particulière. Mais voilà sur l'euro, donc on revient aux fondamentaux de la monnaie, comment la monnaie facilite les échanges en fait. Et du coup on a créé un écosystème qui a donc cette valeur, qui a une valeur aussi qui va plus loin, puisque c'est une valeur qui permet aux gens de rentrer dans cet écosystème, qui a une logique écologique importante. Et que du coup, on se rend compte, nous, dans la globalité de notre activité, qu'on a tous une conscience écologique qui demande qu'à se révéler et qu'elle est vraie dans des chefs d'entreprise pour ces lieux dont je parlais. Elle est vraie aussi dans des quartiers où les gens, le fait d'être acteur d'un acte écologique qui est à sa disposition, c'est aussi, ça travaille sur l'estime de soi. Et on a un bonus en plus, je dirais, sur ces espaces, dans ces quartiers, c'est qu'ils sont extrêmement féminins. Et on voit bien à quel point aujourd'hui, dans des quartiers sensibles, dans les quartiers politiques de la ville, retrouver, je dirais, une énergie, une vie sociale pour les femmes dans ces quartiers, ça devient extrêmement important, notamment à cause de la rééducation, à cause de tous ces phénomènes qui enferment les femmes chez elles et qui n'ont pas forcément des lieux adaptés. Donc il y a des associations, il y a des dynamiques. Mais là, ce qui est l'intérêt d'un lieu comme ça, qui est une recyclerie de proximité, c'est que c'est un lieu libre, c'est-à-dire les gens rentrent, ils ne rentrent pas, ils viennent, c'est pas institutionnalisé, il n'y a pas une enseigne institutionnalisée et les gens le transforment comme ils veulent. Voilà. Hier, j'ai fait un travail avec des étudiants sur ce sujet et on peut aller justement, pourquoi on n'aurait pas un espace enfant pour accueillir des enfants, pourquoi on n'aurait pas un atelier pour réparer, pour valoriser, etc. Après, on tombe sur des logiques où là, on va tomber sur la problématique de notre métier, c'est que notre métier demande du mètre carré, demande du foncier qu'on appelle, voilà. Et ce mètre carré, notre activité ne le finance pas. Donc, elle va financer le salariat, elle va financer l'activité, de par la ressource qu'elle génère, mais souvent le foncier ne le finance pas. Donc ce financier, il faut trouver des partenaires qui peuvent être des partenaires publics dans le champ de la prévention, comme je le disais, prévention des déchets, qui peuvent être dans l'utilité sociale, parce que typiquement, comme nous, la boutique, on avait 500 passages caisses par mois avec 2,50 € le panier, et plus de 2000 personnes qui passaient dans ce lieu, qui pouvaient discuter ensemble parce que du coup ils se retrouvaient des intérêts communs alors qu'ils sont sur le même palier, ils ne vont pas se parler. Donc c'est vraiment des lieux extrêmement dynamiques en termes de lien social, en termes de lieux de quartier. Et donc sur ces différents axes, je dirais, en termes de financement global d'un projet, on a de l'utilité sociale, on a de l'utilité environnementale et que je pense que grâce à nos impôts, il y a quand même un certain nombre de lignes budgétaires sur ces sujets-là qui peuvent accompagner ce genre de projet. Et il y a des exemples qui ont été faits à Nantes avec un bus qui passait dans des quartiers qui est extrêmement fort. Là, en ce moment, il y a des expériences qui se font à Paris qui sont plutôt des ressourceries éphémères qui là, viennent pendant 2 mois sur un quartier. Et là aussi, ils ont une vraie demande, mais pourquoi vous ne restez pas voilà.
Et donc là, nous, on est en train, sur Bordeaux, d'essayer de développer sur la métropole. Donc de réouvrir un autre lieu, puisque celui du Grand Parc, on nous a imposé de le fermer. Mais là, on est sur un projet d'ouverture aux Aubiers. Mais il y a une vraie possibilité aussi sur la Benauge, sur Florac, sur l'Armont, sur Résine, voilà, tous les quartiers, enfin, je dirais, politiques de la ville. Il y a un champ d'action comme ça, parce qu'il y a une logique quand même de vie sociale à régénérer qui est importante. Voilà. Après, l'autre axe sur lequel nous, on a vraiment innové dans le concept de la ressourcerie et recyclerie, c'est vraiment la créativité, puisque dans le sens de la créativité, c'est qu'on réinvente quelque part l'objet, hein, on lui redonne une nouvelle vie par la créativité, et du coup, on attire tout un public, enfin, je dirais, qui est attiré par la créativité, avec qui après on peut parler du fond. Ah, c'est vrai, quand je parlais d'Emmaüs, quand on va chez Emmaüs, bon, il y a un entrepôt, c'est pas forcément sexy, etc. Quand on dit sur la valorisation créative, on rajoute un élément de conviction sur se dire, bah oui, je pourrais réutiliser, parce que finalement, avec de la créativité, il y a plein de choses qui peuvent avoir une seconde vie sur la durée. C'est très important sur les adultes, mais c'est aussi très important sur les enfants. On travaille, c'est un lieu qui est très visité, là où on est, on a des classes, on a des collèges, on travaille avec des lycées. Et surtout, on fait des programmes aussi avec des gens qui sont très très loin, enfin, je dirais, de la vie. On travaille avec des ITEP, donc ce sont des établissements thérapeutiques, hein, on fait un programme sur l'année avec eux. Et certains nous disent des fois, mais nous on nous considère comme des déchets. Et donc comment on reconstruit des déchets, comme eux aussi, en même temps, ils se reconstruisent dans une logique, ils prennent une respiration sur un champ des possibles que la société ne leur offre pas, en fait. Parce qu'ils sont déjà dans des institutions spécialisées pour les accueillir. Et on a aussi une autre expérience comme ça, où on accueille tous les vendredis un foyer occupationnel. Donc là, rien que le mot, on a tout dit, hein, c'est-à-dire que des gens qui, toute leur vie, vont passer des journées dans des lieux, on va essayer de les occuper. Donc voilà, donc c'est des foyers occupationnels. Et c'est vrai que du coup, on essaie de ils viennent voilà, une fois par semaine, on les intègre dans une logique... enfin, je dirais classique, hein, de travail, une énergie, voilà, de rigolade, de difficultés, etc. Et donc ils se retrouvent dans un milieu qui n'est pas cloisonné, qui n'est pas enfermé dans lequel ils sont d'habitude. Et ça leur ouvre aussi un esprit, enfin, je dirais, très très important. Et ça, du coup, ça nécessite d'avoir une logique en termes de salariat, de pérenniser les emplois, parce que nous, aujourd'hui, enfin, je dirais, au bout de 6 ans, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe vraiment soudée. Chacun, enfin, je veux dire, à son poste, sait qu'il est participant de l'énergie globale que peut produire, enfin, je dirais, l'association, et que chacun a un rôle qui peut pas s'extraire. Hein, donc, et donc, du coup, étant très équilibré dans nos relations qu'on a entre les piliers qui sont des salariés, qui sont aussi des bénévoles, parce qu'on a des bénévoles, on a beaucoup de bénévoles, hein, 50 bénévoles, il y a des gens qui sont toujours là, des seniors aussi qui sont des piliers qui nous accompagnent dans ce qu'on fait. Et du coup, on peut accueillir vraiment des gens en grande difficulté, des fois des bénévoles aussi qui arrivent, hein, qui sont sortis de burn-out, ou des jeunes qui sont chez eux complètement désespérés de la société qu'on leur propose. Et donc, du coup, cette équipe salariée pérennisée dans les postes permet justement de construire cet accueil, tout en ayant aussi une problématique de production, parce que le principal de nos ressources, c'est sur ce qu'on revend en termes d'objets, en termes de pièces. Voilà. Donc, on arrive à peu près à construire sur un modèle quand même économique extrêmement contraint, puisque la grosse contrainte de notre métier, c'est qu'on s'intègre dans des politiques publiques de traitement des déchets, que ben, évidemment depuis 30 ans on enrichit les grands groupes d'actionnaires, hein, type, je ne vais pas les citer parce que sinon ils vont me punir, mais voilà, et que en effet quand on veut créer une économie sociale qui soit à but non lucratif, parce qu'on est vraiment là-dessus, eh ben, c'est très difficile de trouver des moyens, etc. Alors on peut estimer qu'ils ont tous accaparé. Je pense qu'ils ont une fonction qui est vraiment très importante, parce qu'on a une telle production de déchets qu'il fallait mettre derrière un système qui puisse traiter ces déchets de manière continue. On voit bien les grèves, ce que ça a produit comme conséquence quand d'un seul coup ces sociétés font plus le job. Hein. C'est extrêmement complexe. Mais à la fois on est allé trop loin dans la destruction des matières, et que la petite fonction, enfin, je dirais, que nous on a dans cette logique énorme de tonnage monstrueux, c'est tout petit tonnage que nous on arrive à récupérer, on arrive à générer une richesse humaine et une richesse même économique, hein, qui est très valeureuse. Mais c'est vrai que c'est un vrai combat, c'est dans certains territoires une politique publique sur ces sujets qui est très, très engagée, donc là il y a vraiment beaucoup de moyens, ou d'autres comme ici, où c'est vraiment une politique qui met beaucoup de temps à se mettre en œuvre, qui est un peu plus complexe. Donc, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien? Nous, les vraies difficultés en fait, par rapport à notre activité, c'est qu'on a encore beaucoup trop d'heures de travail en fait, produites qui ne sont pas payées. Bon, c'est le lot de pratiquement toutes les associations, hein, mais comme nous, on est sur une logique de pérennisation de postes,
pour être extrêmement clair en termes de financiers, nous par exemple cette année on va avoir 30 000 € de moins d'aide à l'emploi du fait qu'on ait fait des CDI, qu'on ait pérennisé des postes. Donc en termes de structure c'est extrêmement cohérent, extrêmement important et à la fois financièrement, c'est 30 000 € de chiffre d'affaires, vraiment en direct de vente qu'il faut produire et donc ça met une pression importante, surtout sur un modèle déjà complexe, quoi. Donc on y arrive comme ça, mais on est toujours sur le fil du rasoir. Voilà. Alors qu'en effet, sur certains territoires, on pourrait considérer que nous, par rapport à ce qu'on fait, on a fait le journal de TF1 par exemple au mois de février, on a fait sur France 3, là on est sur la chaîne 23 là, régulièrement. On pourrait considérer que le fait de faire ce qu'on fait est aussi un média, c'est-à-dire qu'on montre aux gens qu'il y a un autre modèle, et que là, si on le met dans le champ de la communication, on peut être aussi, et de la prévention, on pourrait avoir des financements qui nous accompagnent, etc. Mais là, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des politiques publiques qui doivent être volontaristes, et si elles ne le sont pas, on ne peut pas trouver ces moyens. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de moyens vis-à-vis de la collectivité, parce qu'on a quand même un local à mise à disposition, qui fait quand même 1200 m². On a une subvention de 15 000 € pour être totalement transparent par an. Pour autant, parce qu'on arrive à produire comme utilité sociale, et on a fait le calcul d'impact économique, qu'on nous demande tous, on est pour 1 € touché, 5 € d'impact économique généré sur un territoire, qui comprend l'embauche des chômeurs, que des chômeurs qu'on embauche, qui comprend l'URSSAF qu'on paye, qui comprend toute la communication qu'on génère pour convaincre des gens de mieux se comporter, et ça c'est une vraie communication engageante, les gens s'engagent. Ouais. Donc on a fait ce ratio, donc on voit, je dirais par rapport à ça, la fragilité du modèle économique, du fait qu'on n'a pas assez de soutien public pour avoir un équilibre un peu apaisé, sans avoir de volonté lucrative, mais au moins arriver à un équilibre plus apaisant. Donc on est dans ce combat, dans ce lobbying, c'est vraiment un projet bottom-up, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment pris en main, un groupe de gens, et on a rencontré les politiques, on a fait du lobbying, on a assuré aussi, on prénise les postes, etc. Donc au fur et à mesure, on a une logique humaine qui dépasse tout ce qu'on espérait. C'est la création de combien de postes aujourd'hui ? Là on est sur 15 salariés avec 10 CDI, 6 jeunes de moins de 30 ans. Donc on a vraiment des bénévoles, on a 8700 heures de bénévolat par an. On a sur des stagiaires, on accueille de tous horizons, de Pôle emploi, d'écoles de design, de master, on a même sur Sciences Po, des services civiques, donc on mobilise énormément de personnes. Et le seul sujet, en effet, qui est contraint, c'est le modèle économique, parce que c'est pas comme certaines filières de recyclage où vous recyclez 100 tonnes, et vous créez un emploi, et puis donc ça c'est assez linéaire. Nous, c'est très, c'est très aléatoire, donc ça progresse, etc. Mais du coup, comme en plus c'est complètement décloisonné, c'est pas toujours facile à comprendre pour les partenaires publics qui eux sont. Là, il y a le social, c'est un élu. Là, les déchets, c'est un autre élu. Là, l'agenda 21, c'est encore un autre élu. Le développement durable, c'est encore un autre élu. Donc, c'est difficile. Ma question, quelle est la part de l'économique pure par rapport aux objectifs et par rapport au fonctionnement actuel, la part du modèle économique, parce qu'il y a du social, il y a de l'économique aussi. Est-ce que c'est plus de l'économie? Est-ce qu'il ne faut pas voir à développer la chose avec un objectif économique? Le social suivra. Quelle est cette part? Oui, alors nous on est vraiment sur une logique économique. Économique, ça veut dire quoi économique? Ça veut dire que nous on veut créer des emplois et que ces emplois soient payés. C'est ça l'économique. Nous, notre objectif, c'est pas gagner de l'argent, c'est de gagner de l'argent pour créer des emplois. Chaque emploi doit être payé. La difficulté en effet en associatif, c'est qu'on a l'impression que nous on travaille gratuit. C'est open bar sur les heures de travail, et on travaille gratuit. Alors c'est quoi le modèle économique? C'est faire un travail gratuit sur lequel on arrivera à trouver des financements qui seraient privés ou un modèle économique de vente. Mais pour moi, dans le modèle économique, il y a une part publique parce qu'on fait un travail pour la collectivité qui doit être rémunéré. On a une part de vente qu'on assume et qu'on fait, et puis on a une part de partenariat privé parce qu'on a évidemment on peut avoir des partenariats privés. On était présent dans la galerie marchande d'Auchan pour faire de la prévention des déchets, etc. Donc il y a un vrai modèle économique, mais pour autant la part publique ne doit pas être non, c'est pas mon cas, alors que c'est pas nous qui sommes le législateur qui avons fait la loi, mais la loi met les réemplois en priorité dans le traitement des déchets. Donc ça veut dire que chaque territoire a l'obligation de mettre en œuvre le réemploi en priorité. Donc c'est pas moi qui ai fait, c'est pas moi le législateur, ça a été voté en 2008, c'est dans le Grenelle de l'environnement, c'est des lois européennes et c'est des lois qui ont été confirmées par le Grenelle. Donc c'est pas moi qui ai fait les lois, mais voilà, avoir les moyens pour les respecter. Donc ça c'est tout le lobbying qu'on peut faire, et que chaque territoire d'ailleurs peut faire, puisque
évidemment, c'est tellement plus simple sur le recyclage. On fait 10 000 tonnes de recyclage, voilà, ça fait tel chiffre d'affaires. Et puis là, bon, des logiques de ressources qui sont différentes parce que les matières sont soumises à la bourse, mais voilà, c'est quand même assez linéaire. Hein. Pour vous donner un exemple, nous, dans le réemploi, avec 12 tonnes, on crée un emploi. C'est le réseau des ressourceries nationales. Il faut 1000 tonnes de recyclage pour faire un emploi. Il en faut 10 000 quand c'est de l'incinération et de l'enfouissement. Donc on voit à quelle échelle, sur des petits tonnages, qu'on peut créer comme valeur sur un territoire, qui est en plus extrêmement local. C'est-à-dire que nous, on collecte que sur place, nos clients ne sont que sur place. De temps en temps, il y a un mec qui passe de Paris qui dit « Ah ouais, c'est super, j'emmène ça dans ma bagnole ». Mais globalement, toute l'économie est vraiment très très locale. En fait. Donc voilà, donc la réussite humaine, elle est formidable. La contrainte politique, elle est existante parce qu'on est sur des lois hein, qu'on essaye de faire respecter, mais un peu comme les logements sociaux, comme tout un tas de sujets comme ça, où il y a des lois et des obligations, des femmes dans les partis politiques, tout un tas de lois qui, je pense, je veux dire, c'est le rôle des citoyens aussi à essayer de les faire respecter parce que ça a aussi énormément de vertus sur ces modèles en termes de développement, en termes d'utilité sociale, en termes d'environnement, etc. Dans un monde merveilleux, qu'est-ce qui pourrait changer, qui vous changerait la vie? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir une part de partage de responsabilité sur les heures produites, la réalité de ces heures produites, et moi je suis prêt à... Et que de trouver un financement sur chacune de ces heures, parce que nous, celle qu'on doit produire nous-mêmes, qui est la vente, ça progresse tout le temps, et on a une vraie logique commerciale, hein, du coup, même en étant non marchand. Il y a une vraie réalité en fait de l'économie aujourd'hui. Il y a un secteur marchand qui est marchand et puis on le connaît et puis lui il doit gagner sa vie et puis ça c'est son modèle. Il y a les collectivités qui ont de plus en plus de difficultés à traiter un certain nombre de sujets. Et il y a cette économie là, entre les deux qui pour moi est une économie non marchande mais qui doit générer toutes les valeurs non marchandes sur lesquelles... Parce que du coup, si la collectivité ne peut pas faire nombre de choses parce qu'elle est non marchande, mais elle n'a pas forcément les structures pour le faire, et si l'économie marchande ne va pas traiter des sujets comme le nôtre parce que c'est pas marchand, on laisse un vide énorme qui est pourtant une potentialité d'emploi, d'accueillir des gens en difficulté, de redonner une ressource, une énergie dans quelque chose. Nous, on gère des statuts sur la plateforme complètement différents, salariés, bénévoles. Et nous, ce n'est pas le statut des gens à l'intérieur du système qui nous intéresse, c'est comment on partage l'énergie, comment on construit quelque chose. Et que le statut n'est pas une valeur. Évidemment, la jeune bénévole qui a 25 ans et qui vient et qui se verrait rester ici, elle préférerait être salariée. Mais n'empêche, dans l'organisation du quotidien, même si son espérance, ce serait d'être là plutôt salarié pour se voir sur la longueur, parce que c'est capable d'être obligé de partir et de trouver du boulot. Le statut dans l'organisation, il est juste des gens qui partagent une ambition, qui partagent une énergie, mais pas un statut, pas un consumérisme d'emploi. Et ça, c'est tout un champ que ne peut pas faire le secteur marchand et que ne peut pas faire la collectivité. Et c'est pourtant, je dirais en France, une énergie énorme des associations qui sont pourtant une image qui n'est pas toujours très très bonne. Je dirais, on serait toujours dépendant de l'État-providence. Moi, ce que je vois, c'est que l'État-providence, c'est pour les banques et l'EDF plutôt, mais la réalité, c'est que... Attention, tu vas avoir des problèmes. C'est pour ça, non, c'est pas fait pour ça. Est-ce qu'il y a un modèle justement en France où il y a un juste équilibre du territoire, c'est-à-dire le même genre d'activité qui existerait dans un autre territoire, il y aurait un bon équilibre? Oui, il y a une intégration, je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a un modèle qui existe? Il y a des territoires très engagés en PACA, en Île-de-France, par exemple, en Île-de-France, en Ça veut dire que ça crée beaucoup plus d'emplois ou ça fait moins de stress pour vous? C'est quoi le... Oui, ça crée plus d'emplois, ça crée plus de structures. Il faut voir, si on regarde une carte de France des ressourceries, on va voir l'Aquitaine, il y a une pauvreté, c'est un grand désir, on a l'impression qu'il y a un grand trou, qu'il n'y a personne. Il y en a plus dans le Limousin, qui est un département très rural, il y en a plus en Limousin. Donc en effet, mais ça, c'est aussi l'investissement de la région, de l'ADEME, des collectivités en responsabilité qui sont vraiment investies sur les sujets. Et on voit à quel point ça s'est développé sur ces territoires et toute la valeur que ça a généré. C'est frugal, de toute façon. Je dirais que nous, notre logique, elle est très frugale dans le sens de la rémunération globale, je dirais des dirigeants et des gens. Et puis aussi si on prône de consommer autrement, c'est aussi s'appliquer à soi-même. C'est un peu Gandhi qui disait ça. C'est aussi, donc on est sur des logiques, je dirais, de rémunération limitée. Bon, ça c'est à peu près la généralité de l'économie sociale et solidaire. On est sur une ambition de 1 à 3, donc ça reste limité.
Mais du coup, le fait qu'on ne paye pas des dirigeants, enfin, je dirais, à des valeurs très très hautes, ça redonne de la redistribution pour créer plus d'emplois, plus d'énergie. Et ça, c'est pas le secteur marchand qui veut le faire, et c'est pas la collectivité qui veut le faire, avec ses contraintes administratives. Et ça, c'est un champ des possibles qui est énorme, quoi, voilà. Et puis, c'est évidemment des prises de décision transversales, des gouvernances partagées, voilà, c'est tout ça, hein, c'est toutes ces valeurs-là. Voilà. Je peux poser des questions de la part de différentes personnes qui nous suivent en direct. Alors, on a des habitués, bien sûr, comme Laurence, par exemple, qui nous suit ce soir, ainsi qu'Edith. Sa fille est en train de souffler ses bougies. Voilà, ainsi qu'Edith, qui nous suit aussi. Et ils ont quelques questions. Et Jean-Yves Caroff, qui lui nous suit depuis Arcachon, qui pose beaucoup de questions. Donc il est très intéressé par votre activité et par cette association. Et il pose des questions sur, par exemple, qui c'est qui embauche finalement, comment ça se passe et qui c'est qui embauche. Donc ça, c'est une des premières questions qu'il a posées. Et puis ensuite, en dehors des... il dit gagner de l'argent pour créer de l'emploi est un accompagnement social pour une boucle vertueuse, yes. C'est super positif, donc je voulais vous le dire. Il pose une question, quelle est la différence entre recyclerie et ressourcerie? Il n'y en a pas, hein, sauf que ressourcerie, c'est un nom déposé. Donc c'est une marque qui est le réseau des ressourceries qui a déposé ce nom et que si on n'est pas dans le réseau, on n'est pas une ressourcerie. Alors nous, on est dans le réseau, hein, on peut utiliser ressourcerie, mais comme on avait déjà communiqué beaucoup sur le nom recyclerie à l'origine du projet, on est resté sur recyclerie créative, on n'a pas changé, c'est celle de la communication. D'accord. Alors après, sur les embauches, là, effectivement, c'est vous embauchez, vous avez qu'un salarié, les gens apprennent à recycler, les gens, vous éduquez, vous formez les gens, et ensuite ils deviennent quoi? Ils sont embauchés par qui? Par des sociétés, par des... Ah non, nous, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils sont restés. Voilà. Ils ne sont pas sortis. Les autres sont restés. Voilà, c'est ça. Non, pour l'instant, on n'a pas de gens qui sont sortis. Il y a du monde qui transite quand même dans votre structure, dans le magasin, etc. Oui, alors pas en salariat, mais en effet, il y a du monde qui travaille en bénévole, comme je disais tout à l'heure. Après, voilà, ceux qui n'ont pas d'emprise financière, dans le sens où quand ils sont à la retraite, etc., ils sont là sur la longueur, on en a depuis le début. Et comme je disais, ils sont très importants dans le système, parce que c'est aussi, il y a des fois, tout le monde peut douter, enfin, je dirais, et eux, vraiment, enfin, ça a été vraiment très important à des moments clés, de me dire, mais si, c'est génial ce que vous faites, nous qu'on soit là, c'est vraiment une chance incroyable, il faut, voilà, on l'a saisi, et puis vraiment continuer, et ça c'est très important dans un système, enfin, comme je disais, quand un modèle économique est aussi complexe, enfin, je veux dire, avec, voilà, être tout le temps sur une angoisse économique qui est permanente, là, depuis 4 ans, forcément c'est sur l'humain qu'on retrouve une énergie, et enfin, moi qui portais un certain nombre de projets dans ma vie, qui suis plutôt entrepreneur de formation, autodidacte, j'ai jamais monté un projet qui avait autant d'adhésion à tous les niveaux de la société, que des gens qui gagnent beaucoup d'argent, voire des gens qui sont en précarité, ça fait une adhésion, enfin, je veux dire, vraiment globale, et ça c'est vraiment une satisfaction énorme. Vous avez besoin encore de bénévoles ou pas? C'est une question. On recrute personne en fait. D'accord. Voilà. Donc là, alors après il y a des gens qui nous sollicitent, on les fait venir, on fait des réunions tous les vendredis, et puis il y en a qui restent, et il y en a qui ne restent pas parce que c'est pas oui, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas au système, enfin, où il y a beaucoup d'énergie, c'est très féminin déjà, c'est quand même très important, c'est une majorité de femmes, enfin, moi c'est moi qui l'en présente, c'est mon boulot, mais c'est très très féminin, hein, donc c'est pas du tout paritaire, non, c'est vraiment une majorité féminine, mais ça c'est toute la partie créative, hein, qui est très recruteuse d'emploi. Et donc il y a des gens qui rentrent dans le système et qui ne s'y plaisent pas, quoi. Donc, les salariés en effet qui sont sortis d'un commun accord. Alors, on voit que dans une communauté, on ne peut pas faire 100% de satisfaits. Et c'est pour ça que pérenniser les équipes, faire des CDI, c'est extrêmement important, parce que là c'est des gens avec qui on est en totale confiance. Eux sont en confiance, tout le monde est en confiance. Et ça, être en confiance dans la société d'aujourd'hui, c'est un gros bonus. Alors il y a Laurence qui a une super idée, c'est de venir chez vous pour acheter les cadeaux de Noël. Oui, surtout qu'on fait un marché de créateurs à la fin du mois. Justement, je vais te demander de donner l'adresse de l'entrepôt, Oui. la page Facebook, la page aussi sur laquelle vous vendez
Là, dernièrement, il y avait du mobilier scolaire, etc., etc. La page Facebook, les gens peuvent y accéder facilement. Donc voilà, si tu peux nous donner toutes ces informations-là avant qu'on conclue. C'est vrai que voilà, on vient de la communication en termes d'emploi. Donc on est très présent sur les réseaux sociaux à travers la Facebook Atelier d'éco solidaire. Donc on accède directement à la page de l'association. On a en effet différents relais sur les opportunités qu'il y a, parce que c'est la seconde main sur ces opportunités. D'un seul coup, on reçoit tout un tas de meubles ou de matières qu'on présente sur Facebook. Après, on est 7 rue de la Motte Piquet, donc c'est au bassin à flot, à Bordeaux. Donc c'est un lieu, c'est une zone commerciale là, plutôt spécialisée moto, enfin nous on est au milieu des motards. Donc on est présent aussi, on a un site internet, atelierdécosolidaire.com. Donc voilà. Et qu'on est en train de refondre. Et là, on fait un événement qu'on fait 2 fois par an, là, à la fin, dernier week-end de novembre, donc 26 et 27 novembre, qui est un marché de créateurs recycleurs. Donc là, on vide entièrement la plateforme et on accueille 20 créateurs qui travaillent qu'avec de la matière au rebut. Et donc là, du coup, on fait un événement qui fédère pas mal de gens, food truck sur le parking, etc. 26, 27 novembre, voilà. Quelle heure à quelle heure? De 10h à 19h. Et le 25, il y a de 18 à 21h, il y a une avant-première de l'exposition le vendredi soir. Okay. On va devoir conclure parce que c'est l'heure. Donc, se compter sur la page lamaisondescitoyens.fr. C'est important, là on commence à gonfler le chiffre. Là on est à combien? 55 55 000 50 000 50 000. Un peu plus, Un petit peu 50. plus. Mais pas 51, je crois pas. Ok. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain. On va mettre toutes les infos de... Enfin, on va essayer d'annoncer aussi l'événement de fin novembre, etc. pour relayer tout ça. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des besoins, est-ce que par contre, est-ce qu'il y aurait un besoin particulier que tu aurais besoin de communiquer maintenant sur, Alors nous, il y a un besoin là, qui va émerger là, parce qu'on va faire un crowdfunding sur une machine qui nous est très utile, qui est une gommeuse, donc qui permet en fait de poncer les meubles, mais de manière beaucoup plus rapide, et qui nous permettra de gagner énormément de temps sur ce temps de ponçage qui est extrêmement contraignant. Et donc là, on va lancer un crowdfunding là, assez rapidement pour essayer de financer une machine qui vaut 8 000 €. D'accord. Et donc on va essayer de trouver des fonds pour cette machine. Ok. Et là, il y a un site particulier sur lequel alors là, on est en train de le créer. Après, voilà. Après on va le relayer évidemment sur Facebook. D'accord. Tu nous feras... Ah bah absolument. En priorité. On va le mettre. En priorité. Super. Voilà. C'est fini pour le live. Ciao.